Alors un Living Lab, en fait, c'est un concept qui vient des États-Unis. Il est né dans les années 90, 1991 exactement. On a un papier qui en parle. À l'époque, on dit Living Laboratory en bon français. Et c'est plutôt en fait une innovation pédagogique d'enseignants qui sont à Philadelphie et qui veulent former leurs étudiants en urbanisme sur des cas en vie réelle. Et ce mot vie réelle, c'est ça qui est important, ou en conditions réelles, dans la notion de Living Lab. Le Living Lab, lui, il va être effectivement tourné vers, j'allais dire la société, mais du moins des gens qui appartiennent à cet univers de la société, à ses utilisateurs. Dans la santé, par exemple, les patients vont intervenir, les professionnels de santé. Donc la grosse différence, on peut le dire de manière très simple, c'est le laboratoire classique monde clos, mais avec beaucoup de ressources, il y a plein de choses intéressantes, une méthode, un confinement du réel qu'on veut observer. Et puis le Living Lab, qui est plutôt monde ouvert, si je peux le dire comme ça, avec aussi de la rigueur, pareil, mais qui est tourné plutôt dans les usages et cette question des conditions de vie réelle. Il s'agit, tout en conservant évidemment le rôle des scientifiques dans la démarche de recherche, il s'agit d'y associer dès la production des acteurs de la société civile, des acteurs économiques, des acteurs politiques, et tout ça me paraît sur ce point novateur. Le savoir, la production du savoir, la diffusion du savoir représente un enjeu politique. Et dans ce cadre-là, il me semble qu'un Living Lab universitaire représente un enjeu politique majeur parce qu'il permet, par l'ouverture aux citoyens, à la société civile, aux acteurs économiques, aux acteurs publics, de comprendre comment fonctionne la science, c'est-à-dire comment on fait de la science, qu'est-ce que sont des hypothèses, qu'est-ce qu'une vérité scientifique, et donc, au fond, représente tout simplement un enjeu démocratique majeur. En voyant comment la science se fait, on s'en fait une idée plus juste, et donc on lui fait a priori plus confiance. Et à travers le Living Lab, on a cet outil qui permet de suivre l'innovation publique, son déploiement, de peut-être la modeler aussi ensemble, et puis qui permet aussi toute une série d'innovations qui, moi, m'intéressent en termes de design de politique publique, par exemple le prototypage. Donc le Living Lab, en ouvrant les portes, en faisant tomber quelque part les murs, permet un accès plus facile à ceux qui permettent la réussite ou qui, quelque part, vont aussi peser sur l'échec de l'innovation publique. Et puis surtout, ça permet d'expérimenter, ça permet de mener des actions ensemble, ça permet de tester un certain nombre de choses. On va rapidement construire quelque chose qui est utilisable par le commun des mortels pour pouvoir faire des choses et entre autres changer la société dans une certaine mesure. Et donc oui, c'est très intéressant, c'est la distance entre le chercheur qui fait des études assez théoriques, dont les conséquences sont à plus ou moins long terme, avec là une correspondance directe avec les problèmes de la société. Donc en général, c'est assez pratique. C'est l'effet de bord du Living Lab, effectivement, c'est de permettre, comme je l'ai dit, aux chercheurs de descendre de leur piédestal et puis de rendre diffusable leur connaissance, compréhensible et applicable aux problématiques des gens. Nous sommes des enseignants-chercheurs, donc une démarche qui tend non pas à nous déposséder, mais à nous faire travailler sur des recherches avec des non-chercheurs. C'est évidemment un défi à relever. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est plutôt l'enthousiasme. En tout cas, l'enthousiasme au sein de l'école d'études politiques, ça c'est incontestable. Et même à l'échelle de l'université, on voit bien que cette thématique-là
cette démarche-là plutôt, est une démarche qui fait écho à ce que veut être l'UPEC, c'est-à-dire une université engagée. C'est une université qui, au fond, considère qu'elle doit être actrice de la société. C'est-à-dire pas simplement en subir les évolutions, mais être actrice des transformations. Et dans ce cadre-là, il est évident que le Living Lab est un outil majeur, me semble-t-il, pour l'université. Algopo, c'est un collectif qui, à l'origine, existait d'un projet qui s'appelait AlgoCite. Alors oui, c'est un projet qui, en fait, s'est structuré ces 3 dernières années, mais en fait, il a été créé, enfin, tout justement pensé dès les années 2010-2012, avec les problématiques qu'il y avait à l'époque sur Parc APB, qui était un logiciel de traitement des lycéens vers les universités. Et on s'était posé avec des collègues la problématique de cet objet-là, qu'il y avait plein de recours faits au niveau de la justice. Bon, ensuite, nous avons étendu notre focale. Nous sommes intéressés à d'autres algorithmes, et en général aux algorithmes utilisés par les administrations, que nous avons baptisés les algorithmes publics. Publics au sens de utilisés par le secteur public, mais aussi au sens public ouvert. Et c'est cet aspect-là qui nous intéressait en particulier. Et nous avons proposé justement de créer un Living Lab pour développer cette nouvelle façon de faire de la recherche en interaction avec la société. Donc voilà, aujourd'hui, on est plutôt tourné des disciplines cœur, c'était donc informatique, économie, sciences politiques et management. On ouvre de plus en plus à sciences de l'éducation, sociologie, et puis on aimerait ouvrir encore davantage à d'autres collègues au sein de l'université. Ouais, il y a eu une réflexion au début sur la place que les juristes et le droit peuvent avoir dans la démarche Living Lab, en particulier sur ce territoire dans lequel il s'inscrit. Et donc ce que nous, côté droit, on pourrait apporter de particulier sur le rapport des individus au droit, sur la compréhension des enjeux juridiques qui sont derrière les sujets que le Living Lab veut apporter. Voilà, donc c'est de manière assez générale que je suis rentré dans cet objet-là. C'est la rencontre entre le technique et le politique qu'on va essayer d'aborder à partir de situations concrètes. Donc c'est ça pour moi, Algopo, algorithme et politique. Il y avait déjà un groupe dont je ne faisais pas partie qui travaillait sur les algorithmes publics, et j'avais exprimé l'envie de tester des outils numériques de participation citoyenne, et de le faire pas seulement en cours comme un dispositif pédagogique, une expérience pédagogique, mais aussi de le faire avec des collègues d'autres disciplines qui puissent m'épauler, et puis qu'il y ait une dimension recherche. L'idée, c'était vraiment de faire travailler nos disciplines ensemble, et plutôt d'aller piocher des chercheurs, des chercheuses de chaque laboratoire pour créer ce Living Lab, mais aussi à différents moments pour travailler sur des projets définis. C'est très, très, très collectif. C'est l'intérêt du Living Lab, que ce soit super collectif, et de voir les liens et de voir comment chacun peut aborder le problème via sa discipline. Les juristes, les gestionnaires, les politistes, les informaticiens voient vraiment pas les choses de la même manière, et donc en général, quand il y a un objet à étudier, c'est mieux d'avoir toutes ces branches pour l'attaquer. Le Living Lab, il fait partie d'un écosystème beaucoup plus large, y compris numérique,
L'École internationale d'études politiques, par exemple, a des observatoires. Un observatoire qui est piloté par des étudiants qui s'interrogent sur l'innovation publique. Un autre observatoire qui recueille plutôt des travaux d'enseignants. Et ça, c'est aussi extrêmement important puisque un des enjeux essentiels, c'est quand même la diffusion des résultats, des travaux, des recherches-actions menées dans le cadre du Living Lab. Et cet écosystème, notamment numérique, va permettre aussi de diffuser, de faire passer des messages. Quelque part, ça nous sort aussi des revues académiques, du jugement des pairs. Ça nous permet aussi de confronter finalement nos regards avec ceux qui vivent les situations qu'on essaie de comprendre, d'expliquer et peut-être de corriger. Moi, ce que je trouve vraiment moteur, enfin pour moi, hein, dans ce Living Lab, c'est cette idée de penser les outils numériques comme des outils au service du citoyen, des outils pour une forme d'empowerment du citoyen. Voilà, c'est un positionnement en tant qu'économiste pour la démocratie qui est gratifiant de penser de pouvoir travailler. Vous savez, moi je suis une économiste qui était quand même très théoricienne, donc tout ce cheminement est un genre de révolution pour moi. On se rendait compte que selon nos approches disciplinaires, on n'avait pas du tout la même compréhension de ce qu'était le numérique, et on avait ce besoin de se former et d'avoir un lieu de discussion entre nous pour arriver à une compréhension un petit peu plus complète, diverse. Ce que je trouvais extrêmement stimulant, c'était l'idée qu'on allait vraiment pouvoir travailler avec différentes personnes, et pas seulement ouvrir à différentes disciplines, c'est sur quoi j'ai déjà beaucoup insisté, mais de travailler avec les étudiants, de travailler avec le territoire, la société civile, les associations, les élus, les agents, et puis les citoyens, citoyennes ordinaires. Les grandes dimensions d'Algopo, le rapport, les enjeux numériques, les enjeux sanitaires, les enjeux environnementaux, sont des objets qui ont été politisés depuis plusieurs années. Et cette politisation de ces objets nécessite qu'ils ne soient pas, au fond, l'apanage des experts. Nécessite précisément une transmission de savoir et une coproduction de savoir dans ces domaines-là. Sinon, on est dans le gouvernement des experts, le gouvernement des sachants ou des savants, mais on n'est plus en démocratie. Donc la Convention citoyenne étudiante, c'est un projet qui est assez ambitieux et qui est intéressant parce qu'en fait, il nous permet de tester et puis aussi d'incarner nos principes, nos objectifs, nos méthodes de travail. Donc ça nous permet de faire le lien entre la connaissance scientifique de différentes disciplines et puis donc la transmission, l'horizontalisation des processus décisionnels avec la participation des étudiants et des étudiantes, la confrontation avec des acteurs et des actrices extrêmement variés, puisqu'à la Convention citoyenne, on avait des mairies, des départements, la région, des associations qui ont interagi avec les étudiants, les ont formés, ont co-construit des propositions avec eux, avec elles. Et puis, on a testé l'outil numérique, le logiciel Decidim, qui est un bien commun numérique qui a été créé au moment du changement de municipalité à Barcelone en 2016. Donc, ça nous a permis à la fois d'être dans la formation pédagogique et de former différemment nos étudiants, de développer un dispositif de recherche également sur la délibération et les différences entre le cadre délibératif dans des petites salles, en petits groupes accompagnés de facilitateurs et facilitatrices étudiantes, et puis la délibération en ligne sur l'outil, de développer notre réseau et nos manières de travailler avec des acteurs et des actrices différents, entre différentes disciplines aussi.
Le Living Lab, c'est un pas supplémentaire parce que je peux être dans la production de dispositifs que j'étudiais auparavant. Et ça me permet de ne plus être seulement dans l'observation, mais d'utiliser cette expérience d'observation et d'analyse de dispositifs et de la mettre à profit d'expérimentations qui, effectivement, vont, dans le meilleur des cas, avoir un impact et peut-être aider à mettre en place des nouveaux modes de prise de décision horizontale. On a tout un tas de législations qui sont bien connues, qui viennent protéger, disons, l'individu dans un univers numérique. Le droit le plus connu, vous le connaissez certainement, c'est le droit à la protection des données à caractère personnel. Vous savez, lorsqu'il y a des données vous concernant qui sont mises dans des fichiers, vous avez un certain nombre de droits à faire valoir là-dessus. Ces droits-là, ils sont solennellement consacrés dans plein de textes juridiques. Il y a un truc qui s'appelle le RGPD, il y a du droit français, etc. Lorsqu'on les étudie de manière classique, en tant que juriste, on va expliquer qu'il y a un droit d'accès à ces données, un droit d'opposition, un droit de rectification, etc., etc. Mais on va l'expliquer de manière très abstraite. Lorsqu'on travaille dans une logique de Living Lab, on va aller voir concrètement, à partir de situations concrètes réalisées sur ce terrain, qui est l'objet du Living Lab, on va aller voir comment ces droits sont effectivement exercés, s'ils le sont, et ensuite, est-ce qu'ils sont effectivement efficaces. Et là, on va voir qu'en réalité, ces droits sur les données à caractère personnel, par exemple, ils sont très puissants, ils sont très impressionnants, ils sont très grandiloquents dans les textes juridiques, mais en pratique, très peu de gens les mobilisent. Et lorsqu'ils les mobilisent, ils sont très peu efficaces. Et ça, c'est des choses que vous pouvez voir que si vous allez à partir vraiment d'une réalité, vous allez observer comment les droits s'exercent et quels sont leurs effets. Donc il y a un intérêt qui est gigantesque de ce point de vue, et ça peut vous paraître étonnant en fait qu'on ne s'intéresse pas davantage à ce qui est la réalité des droits et qu'on se focalise beaucoup sur les règles juridiques telles qu'elles existent dans les textes, mais force est de constater qu'en fait on a peu d'études sur la réalité de ces droits, et le Living Lab, c'est l'occasion d'aller voir comment ces droits existent pour de vrai. Ensuite, parce qu'on a des politistes, des sociologues, etc., qui peuvent être intéressés par le sujet, comment les acteurs se positionnent par rapport aux droits. Ensuite, parce que ici, l'exemple que je vous donnais, ce sont des droits en matière numérique. Qu'est-ce que ça produit comme effet que peuvent analyser les informaticiens? Vous voyez, après, à partir de ce constat-là, la réalité concrète de l'exercice des droits, vous pouvez l'attraper de manière interdisciplinaire et dire des choses très, très intéressantes sur comment vivent les citoyens dans un monde juridique qui est finalement très différent de celui qu'on croit qu'il est. On demande, nos étudiants dans le cadre du centre d'essai demandent à accéder par exemple aux algorithmes qui permettent de déterminer à quelles conditions est-ce qu'on va rentrer dans un master. Ils demandent à accéder aux différentes images et données s'agissant de la vidéosurveillance. Ils demandent à comprendre à quelles conditions est-ce qu'on leur refuse le paiement en espèces pour payer le Crous. Donc c'est des questions hyper concrètes. Et ils exercent leurs droits, ça suscite forcément un peu de tension, hein, mais en même temps c'est super intéressant. Et je pense, à la fin, en fait, un certain nombre d'acteurs est convaincu aussi de la démarche. Mais c'est vrai qu'exercer des droits, ça provoque aussi des tensions, parce que exercer des droits, c'est forcément pour celui qui est le destinataire de ces droits, être un peu mis à l'épreuve. C'est donnez-moi, je vois que vous mettez en place un dispositif de vidéosurveillance, donnez-moi accès à toutes ces images, celles sur lesquelles j'apparais, etc. Et lorsque quelqu'un demande ça, en fait, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que, en fait, en réalité, ils sont très mal foutus, les dispositifs qui permettent ensuite d'avoir effectivement accès à ces images. Donc ça, arriver à le montrer concrètement, c'est très intéressant, un dispositif comme celui-ci. C'est très intéressant pour les étudiants, c'est très intéressant pour nous, et puis c'est très intéressant pour les administrations qui ne s'étaient pas bien organisées pour donner accès à ces images. Et là, par exemple, on a un outil, parce qu'il met en place des relations, on va dire, plus équilibrées entre l'ensemble des parties prenantes de l'innovation publique, que ce soit l'administration, les chercheurs bien évidemment, mais aussi la société civile organisée. On a là un outil qui permet de développer aussi l'acceptation sociale, en tout cas de s'interroger sur celle-ci, et puis de prendre au sérieux cette dimension de la réussite des politiques publiques, à côté de l'efficacité par exemple, ou de l'efficience. Eh bien aujourd'hui, on se demande de plus en plus pourquoi les gens résistent, pourquoi leur assentiment, on va dire, aux politiques ou à l'innovation n'est pas optimal. Moi, j'aimerais qu'on dépasse effectivement aussi cette question de la décision, de réfléchir ensemble à un problème et à la manière de le traiter, pour suivre, évaluer aussi les politiques publiques.
Et le Living Lab le permet là aussi, à travers des outils qui peuvent être des outils quantitatifs, mais aussi à travers des outils plus qualitatifs que l'on va pouvoir aussi développer. Les Living Labs sont très souvent territorialisés au bon sens du terme. Ce n'est pas qu'ils défendent leur territoire, c'est qu'ils utilisent l'histoire, les ressources, la mémoire collective d'un territoire, les ambitions d'un territoire, les habitants bien sûr. Et donc nous, on est clairement sur l'Est parisien. Donc on a des gens qui viennent du côté de la société civile, des élus. Et on commence à avoir des partenaires aussi d'entreprises qui ne sont pas forcément sur l'Est parisien, mais qui ont l'envie de se développer sur ce territoire-là, qui sont intéressés voilà, pour échanger avec nous et faire des projets communs. Ça va un peu au-delà de la pédagogie sur projet, que moi je fais beaucoup depuis longtemps et que beaucoup de collègues font dans mon domaine qui est la gestion, le management. On a des pédagogies sur projet depuis longtemps. Là, ça va un peu plus loin, c'est parce qu'on est vraiment normalement immergé dans des situations et on va les tester et mesurer et évaluer en vie réelle, ce qu'on ne fait pas toujours dans la pédagogie sur projet, où ça peut être des projets faits en groupe, par exemple en classe. On ne va pas forcément les collecter des données, les traiter, évaluer. Nous, on a une ambition, d'essayer de changer nos pratiques à la fois de recherche et d'enseignement. C'est pas du tout anodin, hein, c'est quand même quelque chose qui était moteur dès les premières Living Labs, je dis, aux États-Unis. On part du terrain, on fait des étudiants des acteurs, ils produisent eux-mêmes un savoir, et à partir de là, collectivement, on essaie d'améliorer les choses. C'est sûr que c'est complètement différent. Alors tout particulièrement du côté des facs de droit, où on a vraiment la logique du cours magistral avec le prof en amphi qui, de manière unilatérale, délivre un discours qui ensuite est reçu, avalé et puis restitué dans des copies d'examen. Là, c'est sûr que le modèle est complètement différent. D'ailleurs, c'est aussi perturbant pour les étudiants. La question qui revient souvent, c'est mais au fond, comment est-ce que vous avez donné une note à tout ça? Parce qu'à la fin, effectivement, on délivre quand même des diplômes. On fait un exercice aussi perturbant pour eux que de leur faire exercer des droits, de produire un discours là-dessus et d'essayer de dialoguer ensuite avec les acteurs envers lesquels ils ont exercé les droits. Et puis tout ça, en fait, à la fin, est aussi ce qui va permettre de donner un diplôme à la fin. Donc c'est perturbant, mais c'est sûr que pédagogiquement, c'est un bon. Là, le Living Lab, ça donne une légitimité à tout un ensemble de pratiques. Quelles pratiques? Donc le fait d'associer les étudiants aux recherches, le fait de se nourrir de travaux et de méthodes interdisciplinaires, mais du coup aussi pour le faire, sortir du jargon et des carcans un peu disciplinaires dans lesquels on est souvent enfermé, d'être beaucoup plus libre en fait dans les méthodes, les méthodes de travail, les façons de penser, les façons de parler aussi de son travail. Et bien sûr, diversifier les personnes avec lesquelles on travaille. Les questions de santé, on les confie à des médecins, les questions d'informatique à des informaticiens. Et on voit bien que ça a ses limites. Et donc, je pense que du coup, c'est à la fois cette élévation du niveau des connaissances, l'émergence de nouveaux objets politiques qui, finalement, rend un Living Lab comme Algopo, à mon avis, incontournable. L'idée de base, c'est de dire on va prendre des terrains de dialogue hyper concrets, c'est des objets. Ça va être, par exemple, le sujet du numérique à l'université qu'on va déplier de toutes les manières possibles. C'est un objet très concret et c'est à partir de là qu'on va l'attraper de tous les côtés avec toutes les sciences possibles et avec tous les acteurs possibles et imaginables qui sont impliqués par ce sujet. Ce que ça change avant tout, c'est d'être en demande par rapport à une demande sociale. Donc de ne pas faire sa recherche seulement en interaction avec la littérature, en réponse aux travaux des pairs, mais aussi en essayant de répondre à une demande sociale particulièrement concrète, particulièrement... alors ça pose beaucoup de difficultés aussi, hein, parce que pour passer de la demande concrète à un sujet qui puisse aussi avoir de la valeur, je dirais, dans la littérature de chaque discipline, c'est très difficile. On n'est pas là juste pour rendre service et monnayer ce service-là, on est vraiment là pour développer des idées, enfin, se servir de notre savoir. Faire prestataire de service, on sait faire de manière individuelle,
Et c'est pas ça notre boulot principal. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment faire des choses qui se diffusent largement auprès du public. En faisant participer à la démarche de recherche, mais aussi à la diffusion de ces résultats, les partenaires nécessaires en sciences sociales, eh bien, on a aussi l'opportunité de redonner peut-être une efficacité supplémentaire à l'expertise ou à la recherche. Et on a envie peut-être aussi que cette connaissance, elle devienne peut-être plus transformative, qu'elle aide à apporter des transformations voilà, dans la société. Donc ça, c'est aussi un axe. Et donc le Living Lab, il peut être un espace pour pouvoir engager des travaux qui sont plus transformatifs, transformateurs. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans le Living Lab, c'est que c'est pas que le moment restitution des résultats, quelle que soit la forme, rapport ou autre. C'est aussi que, il y a une logique d'encapacitation, d'empowerment qui est très importante. Et ça, on peut le produire auprès de tous les acteurs qui interviennent dans un Living Lab, c'est-à-dire allez exercer vos droits, regardons ce qui se passe, faisons des observations. Nous, on va produire un rapport, certes sur le plan académique, mais on a des tas d'acteurs qui sauront mieux ce que c'est que exercer ses droits dans ces conditions-là, et donc produire un discours critique à cet égard. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ces droits, on va les exercer à l'encontre d'administrations, d'acteurs, etc., dont on va demander ensuite un retour sur cet exercice de droit. C'est-à-dire, finalement, pourquoi ça n'a pas marché? L'idée, c'est pas de les mettre en procès, l'idée, c'est pas de les critiquer parce que elles n'appliquent pas en réalité les droits que donne le législateur portant, mais l'idée, c'est de voir pourquoi, en fait, le droit est, en réalité, dans la vraie vie, il est si dur à appliquer. Parce qu'on a que des acteurs pleins de bonne volonté. S'ils pouvaient respecter correctement le droit, ils le respecteraient, mais on constate qu'ils ne le respectent pas. Mais c'est pas parce qu'ils ont de la mauvaise volonté, c'est parce que, en fait, ces textes sont très largement soit inapplicables, soit très difficilement applicables. Donc, dans le Living Lab, vous voyez, il y a une recherche qui est vraiment action et qui produit des effets qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la communauté qui participe au Living Lab. Quand on nous présente un problème, qu'on a le sentiment de pouvoir participer à la résolution d'un problème concret, dans cette interaction interdisciplinaire, eh bien, ça vaut l'investissement. Ça vaut l'investissement en temps, en énergie, et c'est ça qui était stimulant depuis le début. Ça fait plusieurs années que j'organise on a des projets d'innovation en santé et autonomie. C'est un événement qui s'appelle Graines d'innovation en santé et en autonomie. On aimerait que, voilà, il y a déjà des logiques de test. J'aimerais bien qu'Algopo puisse, c'est déjà un partenaire, hein, mais puisse aider à porter des projets voilà, encore plus transformateurs. Et puis par ailleurs, c'est vrai que si on arrive à avoir un réseau de partenaires qui nous sollicitent sur des questions autour du numérique et en santé, et où on est repéré comme étant un acteur qui permet d'aller défricher des nouvelles questions, de tester, d'évaluer des solutions, voilà, qu'on soit sollicité de manière assez naturelle sur ces thématiques-là pour aider à accompagner des partenaires publics ou privés dans leur réflexion et surtout dans leurs projets d'expérimentation. Ça serait quand même bien d'ici 2-3 ans, quoi. Je dirais que le premier objectif, c'est de stimuler cette interaction avec la société civile. Puisque ce Living Lab a été créé pour ça. Donc, ce serait dommage de créer nous-mêmes les objets de recherche. Il faut vraiment que ces objets-là nous viennent de l'extérieur. On a effectivement des partenaires qui viennent. On a même des partenaires industriels comme SNCF, enfin une sous-branche de la SNCF qui veut aussi avoir comme terrain d'étude l'université. Donc on a une opportunité pour ces objets-là d'avoir l'université comme objet d'étude. Les étudiants, le personnel, qui sont des structures assez importantes, 40 000 étudiants à l'UPEC. Donc c'est un gros machin. Un Living Lab, ça a un coût, et plus le Living Lab va se développer, plus il sera coûteux. Moi, je pense que la priorité doit être à la recherche de financement public qui nous conserve une autonomie. Cela ne se fera pas sans la participation, évidemment, également de financeurs privés qui peuvent être, par exemple, intéressés par des recherches ou nous commander des recherches, mais nous ne sommes pas un cabinet de conseil ou d'expertise. Donc, nous ne sommes pas simplement des prestataires de services. La recherche qui se fait dans un Living Lab, c'est de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que c'est de la recherche dont l'objectif est la progression du savoir scientifique et pas simplement la déclinaison de recettes pratiques.
Donc c'est un équilibre à trouver entre des financements publics qui, à mon avis, doivent être les financements les plus importants, et évidemment aussi des financements privés qui sont aussi finalement le gage de notre articulation avec notre territoire. J'ai l'ambition à terme, mais comme d'autres collègues, etc., que en fait, on va réussir à déplacer aussi nos manières de produire de la science juridique, quoi. Donc c'est quand même pas peu ambitieux comme truc, c'est de dire le Living Lab, c'est un terrain qui va à la fois former nos étudiants, qui va impliquer les acteurs qui eux-mêmes vont, grâce au Living Lab, produire une sorte de réflexivité sur leur travail. Mais nous, en même temps, on va déplacer nos manières de faire de la science juridique, de produire des articles, d'écrire des livres, etc., etc. Donc je pense qu'un des enjeux importants, ça va être aussi non seulement de construire un certain nombre de travaux et donc d'interroger les transformations sociétales qui sont au cœur du Living Lab, et bien que ces travaux-là, évidemment, ils ne soient pas simplement étudiés par les pairs, qu'ils sortent du monde académique et qu'ils trouvent une traduction très concrète dans la société. L'objectif à court terme pour moi, c'est qu'en fait, enfin, on publie des choses qui puissent servir aux autres et qui puissent se les accaparer. Parce que pour l'instant, on est en phase d'apprentissage nous-mêmes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire pour essayer d'améliorer les choses. Mon attente, c'est déjà que l'université, mais je pense que ça c'est presque acquis, ait vu la dimension centrale, ce qu'elle pouvait faire d'Algopo, qui est aussi finalement son outil, puisque Algopo est financé très largement par l'université. Donc en faire un outil d'établissement, et qu'ensuite nous puissions travailler avec d'autres Living Labs universitaires, travailler en réseau pour justement dépasser notre territoire de l'Est francilien et pouvoir travailler avec ces laboratoires pour finalement proposer des thématiques communes et avoir un rôle plus engagé dans les transformations de la société.